Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous, de pouvoir analyser comment les médias parlent de l'actualité, se taper des barres et parfois s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Aujourd'hui, notre sujet principal, c'est Macron qui parle de Maboule, les personnes qui souhaitent rentrer en guerre avec l'Algérie. Alors les termes précis, je ne sais plus c'était quoi, mais on va revenir sur sa citation parce que ça a créé beaucoup d'émoi, évidemment, dans la classe médiatique et politique française. J'espère que vous allez bien, mes chacals. Après un match incroyable du PSG qui gagne 5-4 face au Bayern Munich. Et même pour ceux qui ne sont pas très foot, sachez que c'était historique. Comme ça, au moins, à la machine à café ou entre deux cours ou sur WhatsApp, vous pourrez vous la raconter en disant ouais, apparemment le match était historique. Voilà. Et puis si on vous demande un peu plus d'infos, vous dites je sais pas, je sais que c'était historique. Et en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir voir un peu ce match de dingue. Merci à toutes celles et ceux qui laissent des commentaires, qui donnent de la force, qui soutiennent. Sur le Tipeee, si vous voulez soutenir, allez-y, n'hésitez pas, même 1 euro par mois, c'est déjà 1 euro de plus vers l'indépendance, vers la fuck you money, vers le moment où on pourra dire fuck you à tout le monde sans craindre quoi que ce soit. Et pourquoi je vous dis ça? Et l'abonnement Prime, merci beaucoup Neo Rio Pocket. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez donner un sub par mois à une chaîne. Ça peut être celle de CKR, chez Kevin Razi, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai appris quelque chose en allant sur X tout à l'heure. Vous connaissez la chaîne Le Quotidien du Peuple, LQPD, qui fait du React au même titre que Diaspolemique, ou alors encore Média Masqué, ou même Pageste. Il fait du React. Moi, je regardais beaucoup ses vidéos. Depuis 2 semaines, il n'y avait plus de vidéos du Quotidien du Peuple. Ces dernières semaines, il avait été très très intense, notamment sur l'Iran, en montrant des vidéos des autres chaînes, de montrer comment l'Iran envoyait la sauce, que ce soit en Israël, que ce soit un peu partout, etc. C'était très parti pris, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait que YouTube l'a retiré de son programme de partenaire. Donc il ne peut plus monétiser ses vidéos. Et donc ça lui retire sa source de revenus. Et il pourra plus monétiser même une autre chaîne dès lors qu'ils vont le relier à lui. Toute création de nouvelles chaînes, c'est ce qu'il y avait écrit. Hein. J'ai trouvé ça hardcore. Je vais vous montrer son message. Et il nous a pas précisé pourquoi, mais je pense qu'on sait. Je pense que c'est par rapport à ce que je vous dis, hein, à savoir ces prises de position très, très pro-iraniennes. YouTube m'a supprimé 3 ans de travail. Voilà la vraie raison de mon absence depuis 2 semaines. Ils ont décidé de ne plus me rémunérer pour le travail que je vous fournis chaque jour. La chaîne a été démonétisée et je n'ai plus le droit d'en ouvrir d'autres. Une vidéo non monétisée est aussi moins recommandée par YouTube, donc elle perd en visibilité, pas seulement en revenus. Écoute, nous, ça pour le coup, nos vidéos sont monétisées. C'est pas pour autant que elles sont plus recommandées. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. Je ne voulais pas vous le dire et trouver des solutions pour faire appel de cette décision grotesque, mais cela n'a pas marché. Force à toi, frangin. Je sais pas qui t'es, mais force à toi. Tu vois là, il a mis bonjour LQDP. Nous avons constaté qu'une ou plusieurs des chaînes que vous gérez ont été suspendues du programme partenaire YouTube et que la suspension n'a pas été levée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas encore été réintégrée au programme partenaire. À compter d'aujourd'hui, cette chaîne n'est plus éligible à la monétisation et vous n'avez plus accès aux fonctionnalités et outils associés. Quand une des chaînes que vous gérez est suspendue, vous ne pouvez plus monétiser vos autres chaînes. Cela s'applique à toutes vos chaînes existantes ainsi qu'aux nouvelles chaînes que vous créez ou que vous acquérez. Franchement, c'est chaud, hein. Ils démonétisent pas les chaînes pro-Netanyahou? Ah bah, ma foi, je pense pas, sinon on en aurait entendu parler. C'est scandaleux parce que ça, à partir du moment où... Enfin, il faut dire les règles que t'as enfreint, tu vois. Parce que si c'est pas le cas, mon frère, t'es censé le notifier, sinon ça peut être un manquement. Face à des GAFAM, c'est très compliqué d'avoir du poids. Il n'y a que l'État, la législation qui peut arriver à faire un peu pression. Mais en tout cas, force à lui, ça me fait trop de la peine pour les créateurs, tout simplement. De la peine pour les créateurs.
Par contre, il n'y a pas de modération sur les contenus pédos. C'est bon, j'en ai trop marre. Ouais, Dias Polémique et Média Masqué, ils en parlent aussi. Ouais, mais je pense que j'avoue, LQDP était celui qui allait le plus loin parmi tous. Parce que le Média Masqué et Dias Polémique, ils se contentaient de partager les vidéos de propagande dans les médias et dans l'espace médiatique. Mais somme toute, il est forcé de constater. J'aime trop Dias Polémique parce que parfois il utilise des expressions. Tu sens qu'il écrit ses textes. Parce que c'est des expressions très écrites. Somme toute. Non, mais il est grave capable de passer des trucs comme ça. Néanmoins, il semblerait que la propagande israélienne a de beaux jours devant elle. Tu vois, genre des expressions comme ça. A de beaux jours devant elle. Je pense qu'il y en a, ils pensent que c'est moi, Dias Polémique, je pense. En vrai, il faut que je vous fasse le reveal. Nonobstant, perpendiculairement, il semblerait que la propagande sioniste... mais je pense que c'est... il fait plus de l'analyse média, comme nous, alors que notre LQDP, il allait chercher des vidéos, tu vois, sur X, de gens qui avaient filmé des frappes, des trucs comme ça. C'est lui qui les balançait, tu vois. Parce que nous, on commente les médias. Donc les médias, ils sont legit. C'est entre guillemets, tu vois, c'est des vidéos qui sont potentiellement même déjà sur YouTube et tout et tout. Lui, je crois que s'il allait chercher des trucs dans les tréfonds de Telegram, je te montre comment l'armée iranienne est bien organisée, je te montre ci, je te montre ça. Et je pense que c'est peut-être ça. Écoute. Bref. On va enchaîner avec les messages que vous nous avez laissés sur la dernière émission. Alors, on a quoi ? On a Limésine qui dit « Ça va devenir un running gag. Le député dont tu parles dans le no comment a fait lui aussi partie des 30 députés qui ont enterré la pétition contre la loi Yadan. » Ah merde, je ne savais plus de qui je parlais. Attends. Oh, bon, j'irai regarder plus tard. Mais ok, d'accord. Bah putain, décidément. Walid Willow qui dit salam mon frère, fais attention à qu'ils te fassent pas sauter ta chaîne YouTube, ils font le ménage en ce moment. Ah bah c'était peut-être par rapport à le quotidien du peuple qui me disait ça. On est ensemble, t'inquiète. On a Carl Hôpital qui dit qui met de l'ail dans son kebab. Merci, on est d'accord, ça a pas de sens. Nicolas DS qui dit visiblement le sosie dans Breaking Bad ne veut pas de concurrence à Los Polos Hermanos. Ah, je vois, oui, oui, je vois que j'ai capté. Oui, vite fait. Akodi me trouve pas qui dit incroyable comme toujours, merci pour cet épisode, mais merci à toi de regarder. Et c'est vrai que t'es inconnu donc on peut pas te trouver, mais merci beaucoup à toi. Et Oleg Wilfried qui dit salut Kevin et les Quacks, coup de flip, pas de notif pour le live, lundi rien, mardi notif pour le replay et la bim. Vidéo retirée par droit d'auteur. Fin de journée, tout revient dans l'ordre. Je peux enfin me régaler devant CKR. Content de vous retrouver. Mais oui, c'était une petite galère parce que la vidéo du Raslar du KSW, le combattant de MMA, elle est soumise à des droits d'auteur. Zarma, il a fallu... Donc la vidéo était bloquée. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu le petit coup de stress. Mais on est ensemble, ça bouge pas. On passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news HMD, la petite news Hamdoulillah, celle qui fait plaisir, c'est quoi là ? Qu'est-ce qu'on a là ? C'est quoi cette histoire ? Ernie Dozio. Attends, je vais mettre une petite musique. Le thème, c'est justice de la nature dans cette news HMD. Ernie Dozio, 75 ans, propriétaire d'un vignoble californien, est mort le 17 avril au Gabon. Il chassait l'antilope dans la région de l'Opéoconda. Il aime collectionner les têtes d'éléphants. Son groupe rencontre 5 éléphantes au QTF, accompagné d'un éléphanto. Le chasseur professionnel qui accompagnait Ernie Dozio a été attaqué en premier et grièvement blessé, perdant son fusil dans la végétation. Dozio s'est retrouvé seul avec uniquement un fusil à plomb, une arme conçue pour du petit gibier, absolument dérisoire face
à des animaux de plusieurs tonnes. Les éléphantes ont perçu les 2 hommes comme une menace pour leurs petits et l'attaque a surgi de nulle part, selon les témoins. Les 5 éléphantes ont piétiné le boug jusqu'à la mort. Et il est mort, le collectionneur de têtes d'éléphants, tué par des éléphants. Alors, ces éléphants étaient-ils en situation régulière ou irrégulière, me direz-vous? On laisse la justice faire son travail. Je ne pleurerai pas sa mort, même si c'est triste pour sa femme et ses enfants, évidemment. Mais c'est juste le karma, mon ref. Tuer pour le kiff des animaux, c'est horrible. Alors, retour de bâton et quintuple chais. Aïe, 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 aïe. Quintuple chais in this bitch. Encore une fois, on se réjouit jamais de la mort des gens, mais on se réjouira que parfois, le karma fait bien les choses. On passe tout de suite au Mezzé. Les éléphants ont le droit à 2 défenses même. Excellent. Non, franchement, c'est incroyable cette histoire. Pas sûr, tu nous dis Néfer, pas sûr de quoi? C'est un chef de la nature. Hop, la loi de la jungle. Ah oui, Hakuna Matata. Hein. Le mec connaît pas du tout les classiques. Ah oui, non, il en faut un peu pour être heureux, voilà, c'est ça. Oui, évidemment. Pas sûr, ultra chais. Non, un chais de la nature sur... Ah ben, on ne souhaite pas la mort de certains. Ah, on ne souhaite pas la mort de certains. Non, moi, on va dire que dans mon éducation, on m'a appris à ne jamais se réjouir de la mort de quiconque, même si, c'est quoi que dans les films, on le fait quand même, mais c'est des films. Mais dans la vie, tu vois. En revanche, t'as le droit de dire que tu n'as aucune forme de compassion ou de tristesse. C'est juste que tu vas pas aller sur la place de la République en roue arrière, quoi. Voilà, c'est tout. Le Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille. T'es dans les transports, chacun on est avec toi, dans le train. Ou alors, tu vas au taf, t'es dans la voiture, il y a les bouchons, tu connais, t'as de la route, chacun on est avec toi. On est avec toi, on va te soutenir. T'es au taf déjà, t'as mis ta petite oreillette cachée, tout ton filaire. C'est le retour des écouteurs filaires, c'est bien. Parce qu'apparemment, voilà, c'est vrai que l'idée d'avoir du Bluetooth, ton cerveau entre 2 trucs Bluetooth, c'est peut-être pas une bonne idée. Et apparemment, les stars reviennent à la mode des filaires. Et donc, ça va relancer la tendance, alors que y a des gens qui le faisaient déjà, mais pour des raisons financières, évidemment. Ou de choix. En tout cas, on va enchaîner avec ces petites aventures. On commence par le passage du canon français à Caen. C'est quoi le passage du canon français à Caen? On va découvrir ça avec le journal L'Humain. C'est un petit... ils vont nous expliquer, vous allez voir. Et vous allez voir l'ambiance. Et ça, les médias ne vont pas en parler à part l'humanité, évidemment. Big up à eux, SO l'humanité. Va crever, je vais te péter la gueule, gauchias, il faudrait un nouveau Hitler. Samedi 18 avril, dans les rues de Caen, en marge du banquet du canon français, les militants d'extrême droite ont multiplié les saluts nazis, les injures et proféré des menaces de mort à l'égard des passants. J'arrive pas à comprendre. Selon une 50aine de témoignages recueillis par la conseillère municipale et députée européenne insoumise, Emma Fourou. On est passé de pinard, bière et charcuterie à salut nazi, insultes racistes et homophobes, mais qui aurait pu prédire que le banquet du canon français pouvait dégénérer? Tout le monde en fait. Quand on sait que l'événement cofinancé par le milliardaire d'extrême droite Pierre-Édouard Stérin pour valoriser le terroir et le patrimoine français a une réputation qui le précède. En novembre 2025, 3 banquets qui devaient se tenir en Bretagne ont fait l'objet d'une pétition dénonçant une instrumentalisation politique de ces rassemblements au profit de l'extrême droite. Elles dénoncent leur racisme, leur drapeau royaliste, leur salut nazi et l'appétence pour la violence de certains participants. Samedi, en marge de l'événement, une pétition avec près de 2600 signatures souhaitait déjà empêcher sa tenue à Caen. Voilà, ils nous accusent d'être des sous-marins de l'extrême droite, de travailler pour les élections. Mais c'est quoi? C'est trop français à leur goût? C'est ça qui leur plaît pas?
Il faut leur demander... En fin de compte, 4100 personnes ont participé au banquet sans aucune présence policière selon l'élu et les... Et c'est marrant comment ça dérange pas, alors que quand tu fais un salon de la culture musulmane ou orientale, mon frère, t'as des envoyés spéciaux Raslar qui vont essayer de déceler la moindre ligne sur un livre qui est vendu, qui serait problématique ou interprété comme tel. Le moindre discours. Vous avez vu, j'ai vu une fillette voilée, machin. Mais là, c'est réunion de gros Raslar où ça dégénère en salut nazi, en adoration d'Hitler, en sale bougnoule, etc. Apparemment, c'est pas un champ bloquant. Ça nécessite pas qu'on puisse en parler suffisamment dans les médias. Imaginez-vous Aurore Berger si elle apprenait qu'il y avait un rassemblement de 4100 personnes qui faisait, qui insultait Israël, qui insultait les Juifs, j'allais dire, qui faisait des saluts nazis et qui disait j'adore Hitler. Bon là, force est de constater, ils le font, mais comme ça a pas l'air d'être à l'encontre des Juifs, mais de tout. Donc du coup, ça lui va. Je sais pas en fait comment elle se positionne, mais force est de constater que ça commence à se voir gros comme une maison, que Aurore Berger n'en a strictement rien à foutre des autres formes de discrimination. Je vous rappelle quand même que Epstein, elle nous a cassé les burnes à nous dire que c'était de l'antisémitisme crasse et anti-France, LFI, machin. Et quand elle a vu la vidéo d'un gars de 60 piges avec une carabine qui dit « Ouais, je suis raciste », la meuf, elle tweet « On attend d'avoir tous les éléments de l'enquête. Bah, il est devant ta gueule, l'élément de l'enquête. Hein. Le mec, il peut pas être plus clair. Le mec, c'était limite, il fallait que sur la vidéo, il était pas en train de dire « Oui, Aurore Berger, je suis raciste. Enregistrez bien. » On attend de voir, selon l'enquête. Non, mais c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de malade, comment c'est... Ce 2 poids 600 mesures qui entretient la cristallisation de la haine entre les communautés, qui entretient cette polarisation. Vraiment, elle est totalement stupide. Marlys qui nous dit quoi dans les commentaires? Ça, c'est trop français. Ce genre de manifestation, c'est ce qui est caractérisé comme français. Trop français. Je dirais que c'est trop raciste et trop illégal. Du coup, je suis français et je ne me retrouve pas du tout là-dedans. C'est surtout trop à moi. Ouais, mais on est d'accord. Trop français. En plus, ce côté, genre, la France, c'est le terroir. Faut arrêter avec ça aussi. Ça, c'est arrivé assez récemment. Il y a des historiens qui l'expliquaient. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Ce truc de la France, c'est le terroir, c'est le bon pâté, c'est le paysan, c'est voilà, c'est le pain, machin. Tu vois, les produits de chez nous, machin. Ben, c'est pas vrai, c'est pas que ça en fait. Mais c'est pas que ça. Et ça, c'est une vision très récente. Donc en fait, c'est fatigant à chaque fois. Bref. Tiens, bah justement, je vous parlais de LFI avec Aurore Berger. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette vidéo? C'est pas sur Aurore Berger, c'est sur... Assez long comme vidéo, on va peut-être pas tout regarder. Les pires détracteurs de la France Insoumise sont unanimes sur les plateaux. La France Insoumise, c'est le seul parti qui bosse, qui a un vrai programme et qui n'est pas un club d'élus. Ah, on va écouter ça tout de suite. Il faut rappeler aussi que tous les partis là, finalement, 6 minutes. politiques subissent une énorme crise. Il y en a un seul qui fonctionne très bien. Il y en a un seul, c'est le RN, c'est le Rassemblement National. Il y en a deux, alors. Et c'est pas du tout la France Insoumise, la plateforme. La plateforme. Donc c'est les partis contestataires. Aujourd'hui, pas contestataires. C'est pas. Aujourd'hui, le seul endroit où vous faites de la politique et où vous pouvez avoir une action militante, allez sur la plateforme de la. Moi, je suis pas la France Insoumise, mais de fait, ces gens-là travaillent. Alors, dans l'état dans lequel est le PS, quand on veut s'opposer ou tenir tête à Jean-Luc Mélenchon, parce que moi, la France Insoumise, elle travaille. On peut ne pas être d'accord, mais ils ont des idées, ils bossent et ils sont unis et forts intellectuellement. Bon, encore une fois, on peut contester. Là, en face, c'est très mou. Bon. Nous avons tous ici suivi, et notamment dans les 15 dernières années, vous et moi, David, le Parti Socialiste, c'est sa vie interne, ses élections, et on constate que c'est le néant absolu, le désert des Tartares en termes de recherche et de travail programmatique. Voilà. Donc là, on a une caricature de gauche tirée par LFI qui bosse, en effet. On n'est pas d'accord, mais il bosse. Le parti à gauche qui a travaillé ces 10 dernières années, c'est vraiment la France Insoumise. On les aime ou pas, mais je veux dire, eux, ils ont un programme structuré qui est
régulièrement remis à jour, qui est épais, je veux dire, avec des mesures même chiffrées. Alors bon, je veux dire, on peut trouver que c'est délirant. Moi, je trouve qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont délirantes, mais ils travaillent le programme. Les partis politiques sont devenus des clubs d'élus, des clubs d'événementiel, mais ils ne travaillent pas justement les sujets. À part, il y en a un qui travaille énormément. En fait, on est d'accord. On va savoir qu'ils sont... On va savoir qu'ils sont pas d'accord. Non mais ils disent tous que les autres ne bossent pas quand même. Bah oui, c'est dingue. Bon, c'est la France. Coucou Nour. Elle a les yeux qui sont encore à moitié fermés. Bonjour, installe-toi, prends ton petit chocolat chaud. Insoumise, ça me gêne beaucoup puisque ce sont ceux contre lesquels moi je me bats. C'est gentil de sa part, mais qui regarde tes 18. La première fois, là. Le plus, mais force est de reconnaître que là, vous avez un programme, que là, vous avez des gens qui vraiment émettent des propositions, qui sont extrêmement structurées. Et au fond, dans le champ politique aujourd'hui, de mon point de vue, seule la France Insoumise a vraiment travaillé un programme de façon très précise. C'est le seul parti qui n'est pas uniquement un club d'élus. Je vais juste dire, pour une fois, une petite chose gentille. Voilà un parti, un mouvement qui travaille, qui a un programme, qui a produit des... Vous pensez quoi, là, qui va se passer l'année prochaine, là ? Est-ce que LFI est en train de faire... va faire la percée tant attendue face à Bardella qui va forcer son élection si jamais... je pense que Bardella il serait capable de forcer son élection si Marine Le Pen ne passe pas. Si Marine Le Pen, tu sais, n'est pas condamnée finalement à l'inéligibilité. Je pense qu'il va tenter un putsch parce qu'il est tellement loin dans les sondages. Ou alors Marine aura suffisamment d'intelligence pour se dire je step back et je laisse passer. Ouais. Ça va être un carnage au niveau de la campagne. Il va falloir avoir les reins solides. Je pense qu'ils vont vouloir sortir le moindre truc que t'as fait en 95. T'avais fait chier ton chien sur le trottoir, t'as pas ramassé. Regardez, ça va être. Il est trop in love d'elle. Il est pas prêt pour la combattre maintenant. Ah ouais, tu penses ? Je ne sais pas s'il aurait la présence d'esprit de forcer, c'est un suiveur. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les filles va être la Grèce de l'Euro 2004 ? Ah ouais, franchement, ce serait ouf. Hein. Ce serait ouf. Bardella ne passe pas le premier tour. Ah ouais, tu penses ? Tous les sondages, en fait, c'est que... Bah, tu me diras, faut pas croire les sondages. Marlise qui dit en même temps, c'est aussi ce qu'on demande à un parti politique de travailler. Concernant la vidéo, elle a raison. Catherine qui dit, les autres partis travaillent à prendre ou à voler l'argent des Français, tout simplement. Aïe. Jean... Attends. C'est qui ? Est-ce que c'est sur Jean Messia, là ? Non, pas du tout. C'est chez Berda, Sud Radio. C'est une personne qui... j'ai pas son nom. Elle a le passeport algérien. Elle est juive. Elle affirme haut et fort, les juifs ne sont pas maltraités en Algérie. Un témoignage qui pulvérise tous les mensonges de la fachosphère française. C'est parti ! Aussi, j'ai d'autres origines, j'en suis très fière d'ailleurs. J'ai même une double nationalité, j'en suis très fière d'ailleurs, je tiens à vous le dire. T'as quoi comme nationalité ? Je suis franco-algérienne, voilà, déjà. Donc comme ça, de confession juive. Ouais, exactement. Et tu es et on le dit. Ma mère était ashkénaze. Je descends d'une famille ashkénaze, tout à fait. Et t'as le passeport algérien. Exactement. Et donc les juifs ne sont pas maltraités en Algérie. Voilà, oui. Je tiens à le dire. Hein. Donc moi j'entre en Algérie, tout va bien. Je suis juif, je connais plein de juifs qui rentrent en Algérie. Donc ça c'était bon. Ça c'est pour la partie. Pourquoi on dit que parce qu'il y a eu beaucoup de bruit là-dessus autour de ça. Pourquoi on dit aujourd'hui qu'un juif par exemple ne pourrait pas aller en Algérie ou que c'est faux. Tu as vu les scandales sur les réseaux sociaux. On a écouté par exemple Maëva Guédam qui a dit qu'elle était venue à mon mariage et que du coup elle pouvait plus aller en Algérie par exemple. Mais ça je connais pas je connais pas ce cas-là. Je suis pas la porte-parole de l'Algérie. En tout cas moi je rentre en Algérie, j'ai pas de problème avec ça. Je suis j'ai ma nationalité, j'ai aucun problème. Tout le monde sait que je suis juive. Je me suis largement exprimée là-dessus. Aïe. Mais mince alors. Et on était en train de faire tout un archétype autour de l'Algérie antisémite, Algérie anti-chrétienne, Algérie antistaminique, Algérie antiseptique, Algérie antimatière. Et là, d'un coup, ah bah voilà. Bah pourquoi ? Parce qu'il faut fabriquer des mensonges sur l'Algérie, pardi. Exactement. C'est drôle, hein ? Ah ouais, anti-Occident, ça presque. Ça dépend comment tu l'écris. Attention là, moi depuis que j'ai fait l'interview de Gizmo hier... Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai fait l'interview de Gizmo hier, on n'en a même pas parlé, chacal. Bref, je suis multisyllabique, voilà. Je suis dans les rimes, je manie les mots, anti-pastille, antivirus. L'Algérie n'a rien contre les Juifs, mais contre Israël. Bah, c'est bien de préciser, effectivement,
pour pas essentialiser les positions. Marlis qui dit oui mais non, ça ne va pas, le narratif ambiant des merdias n'aime pas ce que tu dis là. Bah ouais, de ouf. Et d'ailleurs, Cheiros, je crois que c'est toujours cette même personne, va recadrer Jean Messia qui sur la propagande. Alors attends, tu vas voir. Parce que Jean Messia qui ne supporte pas d'avoir une personne de confession juive en face de lui qui critique Israël. Ce conflit, il me tient bien plus à cœur. Et... Quel Gizmo? Gizmo le rappeur de l'entourage. Ouais, j'ai fait l'interview de Gizmo là, hier. Très 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 bonne interview. C'est le mec qui se lance des fleurs. En tout cas, eux, ils ont kiffé. Ils m'ont dit t'as bien travaillé. Et c'était vraiment un bon gars. Hâte de vous balancer cette dose avec Gizmo et Kael le renard. Non, franchement, j'ai des bonnes interviews. Hein. Entre Guillaume Meurice, Abdal Malik, Gizmo, Harry Roselmack et Sandrine Rousseau, la progra, elle était ouf. Hein. Vraiment, voilà. Votre gars travaille. Votre gars charbonne à côté. Hein. C'est pour ça que les trucs qui sont décalés souvent, machin, nanana, avec les CKR. Mais vous avez vu, hein, je vous avais dit, peu importe ce qui se passe dans la live, on lâche pas les CKR. Même quand il va y avoir la projection du court-métrage, Festival de Cannes, nanana, nanana, on lâche pas les CKR. Je les ferai peut-être pas le soir, mais je rentre mercredi, je les ferai jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, allez, on continue. Ce conflit, il me tient bien plus à cœur et à cran et au sang et à mon corps que vous. Parce que vous, arrêtez avec ça. Attendez, pas bénéficier. On se laisse parler, on se laisse parler. Vous ne pouvez pas bénéficier de la nationalité israélienne, d'accord? Moi, oui, je pourrais. Mais je cherche pas à la voir, madame, je suis français. Les amis, laissez-vous parler. Vous me laissez parler, d'accord, merci. Évitez les attaques personnelles, c'est tout ce que je vous demande. Oui, c'est ça, bondir en fait. Non, mais il se trouve que oui, Monsieur Messia. Je vous donnerai les dates des interviews. La prochaine, elle sort demain. La première sort demain avec Abdal Malik, 22h22 sur la chaîne melty.fr, YouTube. Et ensuite, c'est tous les 15 jours. Aujourd'hui, il y a un grave problème dans le monde. Un gouvernement, un régime israélien qui mêle mes frères et mes sœurs israéliennes, juives ou non israéliennes, juifs ou juives, sont essentialisés dans une politique qui ne nous regarde pas. Nous n'avons rien demandé et c'est en cela que je suis antisioniste. Donc vous ne connaissez pas cette définition, vous l'essentialisez comme l'extrême droite et je n'ai pas, moi, de leçons à recevoir de l'extrême droite quand on sait qu'elle a collaboré avec les nôtres dans des trains. Je m'appelle Ross, monsieur. Mes arrière-grands-parents sont nés en Allemagne, ils ont fui l'Allemagne nazi. D'accord. L'extrême droite, madame, laissez-moi parler. Ils ont fui le second Reich pour se retrouver dans le troisième Reich, emprisonnés et déportés. Donc je vous interdis de parler de ça. D'accord. Non, je peux parler de ça. En tout cas, moi, parce que je suis antisioniste dans le sens où je m'oppose profondément à la politique mortifère de monsieur Netanyahou et je demande pardon à tous les humains de ce qui se passe actuellement dans le monde entier pour l'antisémitisme qui monte et l'islamophobie. Et vous pointez le curseur sur l'islam. Vous parlez d'islamisme et ça c'est grave. Nous avons toujours vécu entre frères et sœurs et ceci c'est grave. Alors là, je m'incline devant cette queen. Madame, comment elle s'appelle? Shahir Ross, c'est ça? Waouh! Waouh! Oh, comment ça fait du bien! Chacal! Tu nous mets des go comme elle depuis le début de post-7 octobre. Je te jure que les tensions, elles baissent de moitié. À partir du moment où tu as une personne de confession juive qui arrive à faire la part des choses entre le massacre du 7 octobre et la réponse démesurée, disproportionnée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis par Netanyahou, on se souffle tous, en fait. Et là, d'un coup, on est tous dans le même camp. Avant d'être juive, française ou israélienne, je dirais, elle est avant tout des aides. Ah, mais elle a toutes les cartes. Non, mais c'est quoi ce Pokémon rare? Elle est juive, elle parle au nom d'Israël. Ses ancêtres du côté paternel sont ashkénazes et du côté maternel ils sont séfarades et elle est de nationalité algérienne. Oh, elle est imbattable. Elle est imprenable pour les fachos. Les fachos ils peuvent essayer de l'attaquer à gauche, à droite, par le hop, chap,
Chap. Elle a tout. Elle a toutes les cartes, mon frère. Ah ouais, elle, dans son jeu de cartes, mon pote, elle a des +4. Elle te fait des contre-uno. Tu peux rien faire. C'est une fusion par DBZ. Ah ouais. Elle est en chat perché limité. Un shiny, Pokémon shiny. Ah ouais, de ouf. Ah ouais, non mais là tu lui dis un truc, elle a des contre-camps anti-crevaison, etc. Ah, je te jure. Oh là là. Elle est sur tous les fronts, c'est incroyable. C'est cette personne-là, c'est ce type de personnes-là qui font du bien, en fait. Hein. Qui font du bien parce que basé à la croisée de beaucoup de chemins. Shai Ross. Je regarde un peu son parcours, son background. Je crois que c'est son compte. Même son nom, il est stylé, frère. Shai Ross, on dirait un pseudo. Ça se trouve, c'est un pseudo. Aux antipodes du monde de la voyance, j'ai décidé de partager ma vision de votre monde à l'intérieur du mien. Ah, elle fait de la voyance. Putain, elle a même la carte voyance, putain. Tu peux pas la voir. Elle est sur tous les fronts. Qu'est-ce qu'elle dit sur la loi Adam, tiens. Je connais la chanson comme Caroline. En plus, elle vanne même Caroline Yadan. Enfin, vraiment, elle est sur tous les fronts. Un lien familial avec Rick, peut-être. Ah, tu la connais, Jay Chazal, tu la connais depuis... C'est du miel universel. C'est une prise universelle, la vie de ma mère. Tu peux la brancher sur tous les pays. Pour moi, les Ross que je connais, pour l'instant, c'est Julian Ross et Ross Geller. On en a une troisième. Ah ouais, bien vu. Bien vu. Elle est même sur le front d'Alice Cordier. Oh, Marlise. On a dit pas le physique, en fait. Alors, qu'est-ce que vous avez dit, les cracks, d'ailleurs, sur Shai Ross? Bah, celle qui dit bravo à mes frères juifs de prendre exemple et de sortir de l'hérétisme sioniste juif. Catherine, grand bravo, madame. Vous avez bien compris les divisions que tous les partis racistes cherchent et parfois réussissent à instaurer. Si seulement les citoyens du monde entier se levaient contre tous ces fachos. Sal qui dit le gars est libanais et pas un mot sur son pays de naissance. Alors, le gars est égyptien. Bien tenté, Sal. Et t'as Sal qui répond, t'as Catherine qui lui dit, et Sal qui répond merci, les pauvres Égyptiens. Bravo madame, honnête, juste, bravo et merci, tellement rare. Ils échangent les rôles d'acteurs pour paraître humains et gentils. Comprends pas. Elle m'a calmé et il a pas l'habitude. Elle l'a calmé, dit Sangoku, il n'a pas l'habitude d'avoir affaire à des gens basés. Je sais même pas pourquoi on lui donne du gaz à lui, il est tellement nul. Mais là, il avait rien à dire. Elle est sur toutes les cartes. Il a tenté du jaune, bam, elle a du jaune +4. Il met du bleu, +4 en bleu. Il tente le rouge, +4 en rouge. Il était cuit, le Bookzer. Il était cuit, tu vois qu'il était dégoûté, là. Non, elle a toutes les cartes, fait chier, putain. Tiens, en parlant de chieur, là, on va aller rendre visite à Bruno Retailleau, qui a dit une dinguerie. Écoutez ce qu'il veut faire dans les quartiers populaires. Des quartiers qui seront bouclés 24 heures sur 24, où on pourra contrôler les entrées et les sorties en demandant une fois au procureur de la République, mais sans demander chaque jour une autorisation au procureur de la République. Mais on concentrera les moyens des policiers, les moyens des gendarmes mobiles sur ces quartiers-là. Et s'il faut les garder, et s'il faut faire sortir des véhicules blindés de la gendarmerie nationale, je pense par exemple au Centaure, nous le ferons. Voilà. Et pour aider l'autorité judiciaire en matière d'enquête, parce que un juge ne peut pas réussir sa mission s'il n'y a pas des enquêteurs. Les enquêteurs, ce sont des policiers, ce sont des gendarmes. Eh bien, nous fournirons justement un très haut niveau d'expertise. Je pense par exemple pour la police, mais ça existe pareil dans la gendarmerie, avec l'unité nationale d'investigation, où on a des policiers très très pointus de la police judiciaire. Ça, c'est au niveau sécuritaire, où il faudra que les forces de l'ordre occupent le terrain. Et ils l'occupent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant tout le temps du verrouillage, du bouclage du quartier pour rétablir l'ordre public. Et enfin, je parlais du judiciaire, du sécuritaire, il y aura l'administratif. Ce sera confié au préfet de la République de nouveaux pouvoirs. Non mais attends, donc là, il te dit qu'il veut boucler le quartier. Je vois vous avez la rêve de Banlieue 13, mes anciens. J'ai envie de re-regarder le film du coup. Comme dans Banlieue 13, il veut boucler les quartiers qu'il considère problématiques avec des véhicules blindés. H24, le temps de régler la situation.
Zarma, ça va durer 2 jours. Non, c'est juste le temps de... Tu vois, d'enlever les 2-3 personnes problématiques, remettre des ampoules dans le hall d'entrée quand ça marche pas, nettoyer les cages d'escalier, puis après on part. Chacal, c'est dingue ce qu'il est en train de dire, là. Il veut créer des camps de concentration dans les quartiers difficiles, en gros. Non, mais... À quelle heure, avec des checkpoints, je te jure, il est en train de recréer Gaza. Il est en train de recréer il veut recréer des petits Gaza. Et il n'est alpagué par personne. Il n'y a aucun responsable politique qui se dit le ref, tu vas te calmer. Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est anticonstitutionnel, c'est tout ce que tu veux là. Le pouvoir de verrouiller, je le disais à l'instant, des quartiers, de contrôler les entrées et les sorties, de pouvoir aussi, dans les interventions... Non mais wesh. Mais il est sérieux le boug. C'est incroyable. Sécuritaire, couper les télécommunications, puisque... Parfoula, mon Dieu Seigneur Marie-Joseph. Ayez pitié de nous, pauvres pécheurs. Couper les télécommunications, mais chacal! Tu te crois où, en fait? On sait que ces gens-là s'échangent un certain nombre de messages sur les messageries cryptées pour pouvoir être mobiles. Ces gens-là? Casser leur dynamique, c'est aussi être capable de suspendre temporairement ces réseaux de communication. Ce sera en même temps des régimes simplifiés de perquisition. Des régimes simplifiés de persécution. C'est-à-dire qu'il nous suffira, selon juste celui qui a l'idée, de se dire « venez, on ouvre une porte et on la défoncera. Et si on s'est trompé, c'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux une porte défoncée qu'un quartier défoncé. » Il ne sait plus quoi faire pour exister, l'ignorer est peut-être une bonne stratégie. Mais c'est vraiment la surenchère. Retailleau, c'est la surenchère de l'autorité. Or, il n'y a pas un monde où cette surenchère sera bénéfique et va régler les problèmes. Parce que si aujourd'hui, tu as des quartiers qui sont considérés comme difficiles, c'est parce qu'ils sont délaissés, tout simplement. Parce que la précarité est plus importante que dans d'autres. Et c'est la précarité qui te pousse à avoir des comportements déviants. Je pense qu'il n'y a pas 1, pas 2, pas 3, mais 1 518 000 sociologues ou anthropologues qui l'ont déjà expliqué. Mais les gars ne veulent pas écouter les universitaires, ils ne veulent pas écouter et lire les études sur le sujet. Ils veulent y aller selon leur interprétation, selon leur vérité, en pensant que c'est la vérité. Et c'est là que c'est grave, en fait. C'est que si tu prends tes décisions par rapport à ton ressenti, alors que c'est des décisions qui concernent l'intérêt général, et notamment des quartiers dans lesquels tu ne vis pas et dans lesquels tu ne mets pas les pieds, chacal, consulte des gens qui en ont fait, qui ont dédié leur vie à ça, à ces quartiers, à cette analyse de la précarité, de la sociologie, de la typologie de tous ces quartiers pour savoir comment ils en sont arrivés là, comment en fait les gens peuvent se retrouver à commettre des délits ou à vivre en marge et à essayer de s'en sortir. Mais non, moi je veux de la sévérité. Et quand on est très sévère, tout le monde file droit. C'est faux. C'est les nazis qui pensaient comme ça. Retailleau, il me dégoûte. Il me dégoûte. Ah ouais, vraiment, au feeling sous la douche. Hein. Il se lave les veuches, il sort, il fait « Les gars, j'ai une idée, on va bloquer le quartier. » Mais va te faire, en fait. Depuis qu'il a quitté le Puy du Fou, ça s'appelle le Puy tout court. Excellente vanne. Excellente vanne. Alors, la dictature, sauf que Chris nous dit la dictature, sauf que mettre les loups au pied du mur les fera venir dans ta ferme à un moment ou à un autre. Et c'est ta vie qui va devenir un enfer. Mais oui! Marlis qui dit pour faciliter l'opération, je propose qu'on puisse coudre une petite marque brodée, genre une étoile et un croissant sur une veste, qu'on apposera aux personnes à contrôler. Et comme ils peuvent enlever leur veste, l'été arrive et tout ça, on pourrait leur tatouer un signe distinctif sur l'avant-bras. Un truc comme un numéro, comme ça, on pourrait tenir un registre sur lequel il y a un numéro. Je suggère ça, mais si l'idée a déjà été prise, dites-le moi, hein, on ne sait pas tout. Excellent, Marlise. Marlise la punchline. Marlise Gaumont. Oh,
Sektiba qui dit il a voulu faire le Karcher de Sarko, le Sarko-Wish. Hugo qui dit mais il a raison, comme dirait Pascal Pro. Je te jure, une dictature assumée qui ne se cache pas, le mec assume et personne tilt. À l'époque, c'était la même chose avec le H. Mais oui! Catherine qui dit oh mon Dieu, ces gens-là qui pourrissent la France avec leurs propos et toujours plus de répression remplie de haine. Pruneau, mal taillé, le fou du puits. Le pire, c'est qu'il est suivi et qu'il contribue à la surenchère des déclarations racelards d'extrême droite. Rotaillot, c'est l'OAS. Non, mais de ouf. De ouf. C'est affligeant. C'est affligeant. Et là, dans ces moments-là, putain, l'enchaînement est parfait. Un gars qui nous ressort le nazisme 2.0 et quelqu'un qui l'a étudié. Je vous parlais de quoi? D'universitaires, sans référer à eux, etc. On va enchaîner avec une vidéo d'Yohann Chapoutot qui nous ressort une analyse parfaite sur les droits tardés. On l'a déjà entendu parler de ça de cette façon, mais ça fait toujours du bien d'écouter du Yohann Chapoutot. Et quand on vient d'entendre ce qu'a dit Retailleau, vous allez voir, c'est du petit lait, ça va résonner comme jamais. La banalité du mal, ça marche très bien pour un diplômé d'école de commerce qui va faire du conseil, du tableau Excel et qui va traiter du chiffre en permanence en oubliant qu'il y a des êtres humains derrière, des familles derrière. Qui va faire du cost killing, qui va faire du dégraissage et qui en parle comme ça. Et évidemment, il y a énormément de témoignages de ces gens-là qui, un jour, se sont aperçus de ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient en train de tuer des gens, en fait, et qui, pour certains, l'ont mal vécu. Les plus bêtes et les plus cyniques continuent dans leur entreprise sordide. Ceux qui ont quelques synapses font un burn-out et se repentissent et font des témoignages là-dessus. Vous avez un philosophe contemporain qui s'appelle Grégoire Chamaillou, qui a fait un livre qui s'appelle La théorie du drone, qui montre le quotient de déréalisation induit par une guerre de drones, qui est une guerre de jeux vidéo, de joystick, de centres de commande au Nevada ou au Nebraska, je ne sais plus, et de pilotage lointain, qui est au fond l'équivalent du cabinet de conseil en réalité. Vous ne voyez pas ce que vous faites, vous jouez au joystick, vous cartouchez des gens sur un terrain lointain. C'est des cibles qui sont non pas humanisées, mais qui sont totalement déréalisées, ce qui est évidemment un ressort de la criminalité nazie, pour revenir aux années 30, bien identifié par les génocidaires et par les penseurs et les techniciens du génocide, qui se sont dit qu'il fallait trouver, aménager des méthodes qui permettent aux bourreaux, à l'assassin, aux génocidaires, de bien vivre la mort, et de bien vivre la mort de masse. Et c'est là qu'on imagine des processus qui sont tout à fait à l'œuvre aujourd'hui, des processus d'intermédiation. Ce qui est difficile lorsque vous tuez, ce qui est très difficile dans les témoignages, dans les sources, c'est le fait d'envisager la victime, au sens littéral, voir son visage. Visage qui va éclater dans quelques instants. Vous voyez, c'est ça l'opération de tuerie. Parce que quand vous voyez le visage, vous entendez la personne, elle vous parle. Et ça, c'est difficile pour le tueur. S'il n'est pas un psychopathe, il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Donc, il y a eu un travail d'élaboration méthodologique des bureaux berlinois à l'automne 1941 pour essayer de penser l'intermédiation. Lorsque vous intermédiez, vous ne voyez plus la personne. Intermédiation et ensuite fractionnement des tâches. Là, on va imaginer des processus d'assassinat qui épargnent par l'intermédiation et par le fractionnement le tueur. Et ça fonctionne plutôt bien. Qui tue, en fait? C'est celui qui fait la rafle à Paris? C'est le conducteur du train? C'est celui qui ouvre la porte à l'arrivée? C'est celui qui fait la sélection en gants blancs sur la rampe? Le médecin? C'est celui qui donne des coups de cravache? C'est celui qui conduit à la chambre à gaz? C'est celui qui ferme la porte? Ou c'est celui qui ouvre le clapet et qui met des capsules d'acide cyanhydrique? Qui tue? Tout le monde et personne. Et c'est des processus managériaux, puisque j'ai travaillé sur le management et je persiste et signe. C'est ultra intéressant ce qu'il est en train de dire. Parce qu'en plus, c'est un ancien nazi qui est à la base de techniques de management qui ont été reprises ensuite dans des grandes entreprises et dans des écoles de commerce. Il paraît que c'était un très mauvais livre et que c'était pas de l'histoire. C'est pas moi qui, dans mes fantasmes léninistes les plus inavoués, ou dans mes rêves humides bolcheviques les plus fous, ai imaginé
un général SS qui est théoricien du management. Je ne l'ai pas rêvé, je ne l'ai pas inventé, il existe. Et donc, comme je suis historien, je me demande ce que ça veut dire. Et au lieu de dire aberration, exception, hasard, conjoncture, contingence, je me dis que c'est peut-être signifiant et révélateur de quelque chose. Et ensuite, effectivement, vous déroulez toutes les catégories, mention matériel, performance, intermédiation. Mention matériel, ce qui veut dire ressources humaines. Je dis pas ça parce que j'ai fait allemand LV2, c'est parce que c'était écrit dans les sous-titres, mais vous les voyez pas forcément. Soin du producteur et production de l'irresponsabilité, qui est centrale dans l'opération du génocide et qui a été reconverti après 1945 par Reinhard Heune, qui, après 1945, de manière, alors là pour le coup géniale, pionnière, a anticipé toute la logique de la financiarisation néolibérale des années 70. C'est-à-dire que dès les années 50, le type dit que le secret pour une économie performante, c'est de déculpabiliser en déresponsabilisant les cadres. Il le dit ouvertement en séminaire. Avec moi et avec ma méthode de management, délégation de responsabilité, ce qu'on faisait dans la SS en permanence. Avec moi, vous ne serez plus jamais responsable. L'aboutissement de cette logique-là, c'est le plan social contemporain. Qui est responsable? Personne. Quand vous remontez la chaîne, vous aboutissez sur une boîte aux lettres vide dans un paradis fiscal. Il n'y a personne. Personne n'est responsable. Putain, merci. Johan Chapougot, expérience de 1000 grammes, ouais, tout, il y a tout là, il y a tout. Et la vidéo est sur le Telegram, allez rejoindre le Telegram, évidemment, il y a à peine 3500 personnes, il mériterait plus. Vraiment, ah ouais, boîte postale, paradis fiscal, drop de mic. Je vais finir mon spectacle kayfabe comme ça. Rien à ajouter, c'est limpide, nous dit Marlise. Catherine qui dit très bonne analyse. On continue avec le grand Israël. Albert Nakache, citoyen français qui s'est volontairement installé dans une colonie illégale en Cisjordanie, parle de lui-même, hein, de cette notion de grand Israël. Premièrement, c'est mon pays et j'ai le droit d'habiter où je veux. C'est aussi l'éducation de mes enfants qu'ils ont choisi notre idée idéologique Israël, c'est la grande Israël. Et puis, c'est la base de tout. Après, on peut discuter pourquoi on nous a renvoyés et pas renvoyés. Mais si j'ai décidé d'habiter ici avec ma femme, qu'on était jeune couple avec un enfant, c'est qu'on s'est trouvé dans notre milieu. C'est pas que les autres endroits, Jérusalem où on était avant, c'était pas un bon milieu. On a préféré consolider, soutenir cette idée de la grande Israël, qu'Israël nous appartient. On a été vidé, on a été jeté d'ici, on a subi l'Holocauste, le pogrom, l'Inquisition. Maintenant qu'on revient chez nous, personne ne peut nous dire qu'on n'est pas chez nous. C'est marqué dans la Bible, c'est marqué dans tous les écrits, même les Ottomans, même les Anglais, même tout le monde dit que c'est notre pays. Alors, c'est légitime. Super. Bah c'est bien, au moins on a la vidéo. Quand des gens nous diront arrêtez d'essentialiser, etc., on dira ouais, mais il y a des gens qui pensent comme ça et il y a des gens radicalisés en fait. Je vois Makessel dit ça. Et on peut pas ne pas parler des colons sur les territoires illégalement occupés en Palestine sans mettre en avant ces profils-là. Parce qu'on a tendance à rester assez vague et assez flou. Mais en fait, c'est des gens qui parfois vivaient en France ou ont encore la nationalité française. Donc il y a un sujet, tu vois. C'est comme ces Français qui partaient en Syrie pour rejoindre Daesh. C'est un sujet. C'est la même chose. Colonisation illégale avec des actes illégaux de violence, parfois même plus graves. Déjà que c'est déjà grave de juste t'installer et de terroriser les gens, de prendre leur maison et tout, mais parfois ça va jusqu'à les tuer. Je suis désolé. Daldalou qui dit si c'est son pays, pourquoi il est encore français? Je comprends pas. Ça se trouve il a brûlé sa carte, on sait pas, mais en tout cas c'est dingue. La colonisation est illégale en soi, je te jure. Et Caroline Yadon, elle nous parle pas de ces gens-là. Aurore Berger ne nous parle pas de ces gens-là. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils orientent la façon dont ils soutiennent en occultant tous les problèmes qui vont à l'encontre du droit international et qui donc cristallisent autant de tensions.
Et alors, il y a des choses écrites dans Harry Potter, ça veut pas dire que Poudlard existe. Non, mais la vie de ma mère, je te jure. On enchaîne avec les propos de Ziad Majed, des propos qui résonnent en chacun d'entre nous. Pendant des années, nous n'avons pas vu, on n'a pas voulu voir les biais qui traversent nos médias mainstream. Depuis 3 ans, ils éclatent au grand jour. Déshumanisation nauséabonde, angles éditoriaux complètement partiaux, silence complice. Ces dernières années laisseront une tâche indélébile. Nous, c'est ce qu'on dit, hein, c'est que dans ce marasme que CKR est né. Hein, c'est né en novembre 2023, fin novembre 2023, si je dis pas de bêtises. Et c'est pas pour rien. On regarde ça tout de suite. Quand je parlais de racisme, c'est qu'il y a des régions dans le monde où les victimes, où les souffrances sont invisibilisées. Le Soudan, la République démocratique du Congo, le Yémen, certaines répressions par des régimes locaux dans d'autres régions. Et puis, il y a les personnes déshumanisées, comme on a vu à Gaza, comme on peut voir aujourd'hui dans le sud Liban. C'est-à-dire, on parle de chiffres. Et puis parfois, on met en doute la crédibilité des chiffres. Donc, on efface des visages, des histoires, on efface l'humain dans tout cela. Et il ne me semble pas que c'est une règle quand il s'agit de toutes les sociétés. C'est de là où la question du racisme apparaît. Il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres dans ce monde. Et par rapport à la région, la couverture médiatique en France en est une preuve. Les vies des Israéliens est beaucoup plus importante que les vies des Palestiniens. Il n'y a pas de doute là-dessus, que ce soit au niveau de la terminologie, au niveau des plateaux, au niveau de tout ce qu'on a entendu pendant 2 ans et demi, voire 3 ans. Pourquoi vous dites ça? Parce que je parle pas de ce plateau. Vous pensez que sur ces plateaux-là, pardonnez-moi. Je viens de clarifier, je ne parle pas de ce plateau, je parle des médias, de l'audiovisuel français en général. Vous pouvez lire tous les rapports de plusieurs organismes qui font leur travail français, qui donnent au niveau de la documentation, de la terminologie, des experts qui sont sur le plateau, la fascination du militaire qui devient et qui remplace la fascination ou qui remplace la politique. La question en Europe, quand même, trumpisme, c'est très faible. Hein, Pardon ? La fascination du militaire en Europe, c'est pas... Oh, le menteur! Tu veux qu'on te ressorte les images de... Vous avez vu quand même le génie de l'armée israélienne d'avoir programmé des beepers pour les faire exploser à distance. Non, mais quand même, il faut reconnaître que... Vous voulez que... Oh, il faut quand même souligner le génie de l'armée israélienne qui ont réussi à éliminer le leader du Hamas au Qatar à distance. Il faut quand même souligner le génie de l'armée américaine, son intervention au Venezuela pour aller capturer Maduro avec des armes technologiques. Ils ont fait ça, mais en un temps record. Et quelque part, voilà, il faut le reconnaître. Non, de plus en plus. Chez les militaires. Je vous demande juste de voir à quel point il y a des commentaires militaires sur les plateaux maintenant pour commenter n'importe quel événement au Proche-Orient. Il faut y avoir un militaire, bien sûr. Pour l'Ukraine, c'est le cas aussi. Pardon ? Pour l'Ukraine, c'est le cas aussi. Oui, mais ça, c'est de plus en plus. C'est-à-dire, la sociologie politique, elle est en train de reculer. Le droit international recule. Les questions de tout ce qui est humanitaire reculent. Cela est remplacé par cette idée de la force, de la puissance, par la fascination, parfois par la technologie. Un exemple au Liban, une division de l'armée israélienne a été chercher le corps d'un soldat, Ron Arad, dans la Bekaa au Liban. On a fait énormément d'histoires et de documentaires et de reportages sur ce que cette division a voulu faire. Il y a eu 41 morts libanais qui n'étaient pas tous des combattants. Il y avait des villageois de Nabichit. Qui a parlé de leurs histoires, qui a parlé de pourquoi ils sont morts. Exactement. Il y a la presse écrite, il y a certains plateaux, il n'y a pas de doute. Mais en général, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un changement. C'est vrai que c'est une histoire facile. Un changement au niveau du logiciel, de la terminologie, et surtout quand il s'agit du Proche-Orient. Et les mecs autour de la table, ils sont les mecs et les meufs. Ils sont là en mode non. C'est pas vrai ce que vous dites. C'est là en fait qu'on a besoin, tu vois, du travail de gens qui, comme Acrimed, comme RSF, qui vont, tu sais, analyser comment les médias ou Offre Investigation, qui vont faire de l'analyse sur le long cours des médias pour juste voir un peu la tendance des prises de parole, des couleurs politiques des gens invités, etc. Parce que tant que tu fais pas ça, tout le monde va dire bah non, c'est faux, Libération. Tu sais, comme si c'est bon, il y a eu un article, donc c'est bon. Et alors qu'en fait, non, chacal.
La vérité en 4K. Sekeba qui dit on voit à quel point ils sont mal à l'aise sur le plateau. C'est eux, ce n'est pas nous. C'est tellement évident. Bien avant les plateaux télé, beaucoup de gens ordinaires avaient déjà compris qu'il existait un 2 poids 2 mesures. Quand les blancs sont touchés par une guerre, l'émotion et le traitement médiatique ne sont pas les mêmes que lorsqu'il s'agit des autres. CF, l'Ukraine, ils nous ressemblent, ils ont les mêmes voitures que nous. C'est pour ça qu'on est touchés, machin, hein. Les forfaits téléphoniques gratuits et les frais d'inscription à la fac gratuits, tout gratuit. Alors que quand c'est des réfugiés basanés, là d'un coup c'est des OQTF. Un soldat israélien avait cassé une statue de Jésus et tout le monde donc il a été condamné et tout le monde en profite pour dire vous avez vu comment Israël est une grande démocratie, à commencer par le grand rabbin de France. Je voyais les gens me disaient mais c'est scandaleux ce qui s'est passé, un soldat a cassé une statue de Jésus. Oui, c'est scandaleux, mais le soldat a été condamné. Donc en fait, le scandale ne serait pas que ça se fasse. Le scandale serait que ça se fasse et que ce soit pas condamné. Donc en fait, c'était resté. Israël est une grande démocratie qui pourrait vraiment donner des leçons à beaucoup de pays autour, et c'est un pays de droit. Donc je pense que la promesse, l'engagement des pères fondateurs est tenu et qu'il appartient maintenant aux nouvelles générations de faire vivre ce rêve et de le réinventer au fur et à mesure. N'importe quoi. Et on a combien de vidéos de soldats qui font des dingueries là, ça a cassé la statue de Jésus, une statue. Hein. Frérot, nous, on a des vidéos où ça casse des gens physiquement. Hein, ça les viole, ça les tue, avec des animaux pour encore plus d'humiliation. On attend les condamnations pour ça. Crime de guerre, crime contre l'humanité, chacal. Hein. Et là, pour une statue cassée, parce que tu n'avais pas envie de te mettre à dos qui ? Trump, les Américains, qui sont très chrétiens, les Occidentaux aussi. Là, tu t'es dit, mince, il faut qu'on soit ferme. Et Jules m'avait dit à juste titre une fois, et qu'est-ce qui nous dit qu'ils l'ont vraiment condamné ? En vrai. Qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a pas une pseudo-mise à pied, puis après, vas-y, reviens, t'inquiète, chacal. Ils sont en galère de soldats. Ils sont en galère de soldats là-bas. Ils ne s'attendaient pas à ce que les guerres durent aussi longtemps. Franchement, c'est scandaleux. Hein. Lui, c'est scandaleux. Haïm Corsia, là, scandaleux. Et alors, Jules, tu disais un truc très intéressant tout à l'heure là sur la vidéo d'avant. Et je me suis dit que j'allais te lire. Je mets les pieds dans le plat. Et je trouve pas que tu mettes les pieds dans le plat. Hein. C'est dans la continuité de ce qu'on se disait en plus. Ce qui s'était passé était horrible, mais on connaît le nom des otages et des victimes du Hamas, genre la famille Bibas, etc. On a les visages, on a le storytelling, etc. Et d'ailleurs, ce que me reprochait un certain animateur de télé, c'est d'avoir fait un sketch soi-disant dans CKR pour me moquer des otages. Alors que j'avais fait un sketch pour me moquer, et je m'en souviens très bien, de France Info, qui avait, lorsque les derniers otages israéliens ont été rendus par le Hamas à l'armée israélienne, ils nous avaient fait le portrait de il en restait 7 ou 8, je ne sais plus, dans la dernière salve, et ils nous faisaient le portrait lourd, poignant de ces otages, et notamment un dont il précisait qu'il était le frère d'un ancien otage qui a été libéré et qui avait le diabète. C'est gaulerie. Tu te dis, mais attends, cousine, qu'est-ce qu'on s'en bat pas les couilles de savoir qu'il avait le diabète, il a une hernie discale, etc. C'est quoi le rapport ? Donc là, tu es en train de me détailler, pour essayer d'être dans le pathos le plus complet, tout ce que tu peux me trouver comme argument, alors qu'à côté, je n'ai pas le début d'un prénom ou même d'un surnom de Palestiniens qui ont été tués, qui ont été libérés dans l'échange. Je n'ai pas. On a Hind Arabe, la voix de Hind Arabe. Non, c'est quoi déjà ? C'est la voix de Hind Rajab, pardon. Parce que c'est sorti, parce que ça a été nommé aux Oscars, le film. That's it. C'est le seul truc qui me revient là comme ça. Donc je suis désolé, donc je me fous de la gueule, non pas d'un otage, je suis pas teubé et je suis pas inhumain, enfin respectez-moi, je me fous de la gueule du traitement médiatique que France Info avait fait à vouloir forcer le pathos, c'est tout. Et donc je suis d'accord avec toi, Jules, tout ça pour dire que effectivement ça humanise de ouf d'un côté,
Mais comme il le dit, je ne connais aucun mort palestinien ou libanais, alors que des morts ou des otages, il y en a des milliers. C'est pareil avec les députés Yadan ou Habib. On connaît Caroline Yadan, on connaît Meyer Habib, on connaît Olivier Rafovitz, putain de merde. Et Joshua Zarka, c'est pas normal. Olivier Rafovitz, c'est un porte-parole d'une armée étrangère. On connaît son blaze. Citez-moi le porte-parole de l'armée iranienne, de l'armée libanaise, du Hezbollah. Citez-moi le nom du porte-parole ou de l'ambassadeur iranien en France, de l'ambassadeur libanais en France, de l'ambassadeur qui représente les territoires palestiniens en France. Citez-moi le porte-parole de l'armée du Congo, de l'armée des forces rapides soudanaises. Citez-moi leurs porte-parole, qui sont invités régulièrement, quasi quotidiennement, sur les chaînes d'information en continu depuis 2 ans. C'est ça, en fait, ton 2 poids 2 mesures, Chacal. C'est qu'on n'est pas censé connaître le nom des porte-paroles, nous. Les gars, ils sont plus présents que... ils sont plus présents que des gens qui sont en CDI, je te jure. Juste le porte-parole français, on le connaît pas. Mais oui. Et dire que Yadan a la Palestine dans son portefeuille. Mais elle a la Palestine, elle a Chypre, elle a la Turquie, elle a l'Italie, la Grèce, je crois. Elle s'en bat les couilles. Elle ne gère que son intérêt. C'est pas normal, ça aussi. C'est pas normal. On continue. Avec. Alors, attends, il y a des messages, évidemment, parce que vous avez réagi. Sal qui dit ce type devrait être arrêté pour apologie de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Je me souviens de cette ordure lançant il faut finir le boulot à Gaza. Et tous les chrétiens qui se font copieusement insulter et cracher dessus chaque jour à Jérusalem-Est. Est-ce que les intégristes juifs sont arrêtés? Catherine, il n'a pas honte ce mec, surtout donnez pas de leçons. Et vous êtes très loin d'être une démocratie. La France, c'est depuis toujours que les chrétiens du Moyen-Orient se font maltraiter. Pas normal de le voir sur un plateau télé. Jules qui dit par quoi je commence? Quel mensonge? Déjà il dit que le problème c'est pas que ça arrive pour la statue, mais ça aurait été que ça arrive et que ce ne soit pas condamné. Donc si c'est condamné, on excuse tout le monde. Je vais pas faire la liste des pressions psychologiques que fait subir Israël à ses voisins, quelle que soit la religion, ça me prendrait trop de temps. Pareil, ça aussi, et après on finit le mezzé là-dessus, la pression psychologique. Nous, on a des reportages, on a des journalistes qui prennent la parole. Sur France Info notamment, sur les chaînes d'information en continu, pour nous dire à quel point c'est dur, suite aux attaques de l'Iran. À Tel Aviv, c'est très dur pour les Israéliens qui doivent vivre dans des bunkers, qui dorment très peu et qui sont fatigués. Ça, on nous le dit dans le plus grand des calmes. Ils nous font même parfois des témoignages et tout avec leurs correspondants là-bas. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que là... on change de bunker à chaque fois. Donc là, j'avoue, parfois, j'ai du mal à dormir. Ok. Montrez-moi, en fait, la même chose. Chez les Libanais qui vivent avec le bruit des drones constamment au-dessus de leur tête. Qui vivent... Les Gazaouis qui vivent avec des bruits de drones constamment au-dessus de leur tête. Qui vivent... avec soi-disant l'armée la plus morale du monde qui va les avertir pour leur dire quand est-ce qu'il va y avoir des frappes. Ah bah non, finalement, ils n'ont pas averti. Qui doivent se déplacer à 800 000 dans le sud de Beyrouth, au sud Liban. Plus de 800 000 personnes qui doivent se déplacer pour éviter d'être dans la zone de tir. En un temps record. Hein. En un temps record. Parce qu'on est prévenu 1 heure avant qu'il va y avoir une frappe potentiellement. Bah ouais, montre-moi la pression psychologique de ces gens-là. C'est leur quotidien. Les drones qui circulent, qui font exprès de faire des tours, à voler très bas, etc. À te déplacer d'un coup, de faire des frappes préventives, afin d'alerter des grosses frappes. Merci pour la mise en bouche. Donc non, mais voilà pourquoi on fait ces guerres, hein. Oui, et ça reste des oui, et je rentre même pas après dans le délire bombardement. Et je rentre même pas dans le parce qu'après c'est des bombardements qui détruisent des immeubles, qui détruisent des gens, qui tuent. Mais là, je rentre même pas dans ça. Déjà juste toute la prépa avant ça. Elle est ignoble. Qui humanise? Qui donne la parole à ces gens-là qui vivent ça au quotidien? On les entend
Par contre, ceux qui dorment mal dans les bunkers et qui font pas leurs 8 heures de sommeil, ça, on les entend, on leur donne un nom, un prénom, raconte-moi ton histoire. Allez, vas-y, dis-moi tout. Oh, d'accord, t'as fait un bac ES, ouais, ensuite. Ouais. Frère, c'est un truc de ouf. Et oui, et je pense évidemment au reportage bien vu, Rania, de Charles Villa sur YouTube, avec un correspondant Gazaoui, qui était graphiste à la base et qui a décidé de filmer le quotidien. Et du coup, ils ont monté le documentaire ensemble. Je vous invite à aller le voir. Kevin, il arrive la crise de l'eau, épisode 3, je te jure. Allez, on passe tout de suite au scan. C'est parti, on y va. Hello tout le monde, bienvenue YouTube, vous êtes sur CKR et ça fait plaisir de vous avoir. Merci pour les messages que vous laissez. Continuez de mettre des petits commentaires parce qu'on les lit à chaque fois, d'accord ? Donc n'hésitez pas, ça nous permet d'échanger avec vous, d'avancer, de se taper des barres aussi. Cliquez sur la petite cloche pour rien louper. Et évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez à au moins une personne et laissez tourner les épisodes en boucle, qu'on puisse choper un peu de rémunération si vous ne pouvez pas participer au Tipeee ou à des subs, vous pouvez le faire comme ça à votre niveau et c'est déjà énorme. Je vous rappelle que tous les sons sont disponibles. Koulou Tamam, vous tapez Koulou Tamam sur Spotify, Deezer, Apple, toutes les plateformes, même le mettre en story sur Instagram, c'est possible. Il est référencé et il y en a 5, il y a 5 versions. On a le rap, on a le Ben l'Oncle Soul, on a le compas, le coupé décalé. On vous met plus que bien. Koulou Tamam au Energy Music Awards, c'est l'objectif. Donc n'hésitez pas, comme ça vous pouvez faire péter le son cet été à l'entraînement, pendant les mariages, pendant les annives, pendant les baptêmes, les bar mitzvahs, vous nous faites plaisir. On va parler de cet échange avec un médecin originaire d'Oran. De qui je parle ? C'est l'échange que le président Emmanuel Macron a eu. Et il déplorait en gros le médecin, le système qui oblige les médecins diplômés hors UE à repasser des concours alors qu'ils exercent déjà. Et c'est là que Macron a dit « Allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. » Aïe, 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 aïe. Que n'a-t-il pas dit, Seigneur Marie-Joseph ? Allez dire à tous les maboules. T'as pas dû taper Koulou Tamam alors. Hein. C'est Nour, parce que si tu tapes Kevin Razi ou Koulou Tamam, je rappelle que Koulou Tamam s'écrit selon nous comme ça. Koulou et Tamam. Voilà. Koulou Tamam sur Skyrock, s'il vous plaît, ils font tourner des sons IA maintenant. Ah bah ouais, de ouf. Et donc. Pourquoi ça a fuité ? Parce qu'il y avait des journalistes de France Télévisions qui étaient présents et qui ont rapporté les propos. L'Élysée a ensuite confirmé en précisant que c'était un échange oral et informel. Macron a dit Maboul pour désigner ceux qui veulent rompre avec l'Algérie. Ceux qui pensent qu'on peut se passer de 7300 médecins algériens dans nos hôpitaux. Et ça a suffi pour déclencher une multitude de réactions épidermiques, de plateaux surchauffés, de récupération en tout genre. Et ça nous en dit long sur cette haine anti-algérienne qui gangrène nos plateaux télé. Et cette semaine, on va regarder ça, comment le mot Maboul a fait sortir tout le monde du bois. On va commencer déjà avec Macron, qui va revenir sur ce qu'il a dit, évidemment, qu'il ne faut pas se fâcher avec l'Algérie. On écoute tout de suite. Ce sujet, c'est Maboul qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire précisément ? Nous étions, d'abord, j'étais très heureux d'être en Ariège ce matin et en ce début d'après-midi. Et on a vu cet hôpital formidable qui vient d'être fait. L'intégralité des médecins qui étaient là aujourd'hui sont des praticiens hospitaliers qui ont été formés hors de France et qu'on a régularisés après les tests. Et donc je pense que c'est très important dans la période qui vient, de ne pas accepter l'esprit de réduction, de caricature. C'est important de pouvoir coopérer avec des pays en ayant un dialogue exigeant, en défendant nos intérêts, ce qu'on fait, mais en étant respectueux de chacun. Et je pense que la situation internationale nous montre qu'il faut être loin de toutes les caricatures, être plutôt dans le dialogue, avancer, être respectueux, faire respecter aussi nos... Ouais, il nous saoule, hein, vraiment. Et le charisme d'une huître, c'est insupportable. On va regarder tout de suite. Non, j'ai même pas écouté ce qu'il dit en vrai.
Alors, c'est parti. On va écouter comment Pro a réagi. Ah, je crois qu'il nous a fait un édito, là. Attention. Et à l'heure des pros sur Europe 1 jusqu'à 10h. Ah oui, il a mis la chanson. Attention, il a mis la chanson. Et sur CNews jusqu'à 11h. À qui pensait Emmanuel Macron hier quand il a répondu à un médecin algérien qui rencontre des difficultés pour exercer son métier dans un hôpital de l'Ariège? Allez dire à tous ces maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Sans doute Emmanuel Macron visait-il Bruno Retailleau et d'autres qui réclament une fermeté face à l'Algérie. Car c'est l'Algérie qui se fâche avec nous. Ce n'est pas le contraire. Ah bah oui, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. C'est pas... C'est vraiment l'Algérie qui est vénère contre nous. Nous, on n'a rien fait. Hein. On n'a rien fait. Vraiment. Hein? Oui, on les a colonisés, on les a massacrés, mais c'était vite fait. C'est l'Algérie. Après, on est parti, donc ça va. L'Algérie qui retient dans ses geôles un otage français, Christophe Glaise. C'est l'Algérie qui refuse de reprendre ses ressortissants en situation illégale sur le sol français. C'est l'Algérie qui condamnait Boualem Sansal hier et qui condamne encore ces derniers jours le prix Goncourt Kamel Daoud, sans que le président de la République, ni d'ailleurs la ministre de la Culture, Madame Pégard, ne disent le moindre mot, n'écrivent le moindre tweet. C'est l'Algérie. Les geôles, ouais. Héros, dis prison, les geôles. Tu dis ça quand on t'a enfermé en France? Ah, on est dans les geôles de Fleury-Méragis. Chacal! Ça me vénère, ça aussi, comment, dès lors qu'ils parlent d'un pays de métèques, ils utilisent des mots du Moyen-Âge. Les douves qui sont... Lorsqu'ils payent la gabelle dans ces pays, non mais frère, oh là 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 là, c'est insupportable. Je me suis lié d'amitié avec moi. Le pont-levis. Les oubliettes, la vie de ma mère. Comment ça s'appelle, là, les petits trucs? Les Ouzarma, tu sais, les mecs qui pouvaient tirer des flèches. J'ai plus le... Ah putain. Les meurtrières. Face aux meurtrières. Les machicoulis. Oh, purée de pommes de terre. Oh. Les geôles de l'évêché. Ça boit dans des calices. Non mais vraiment, ils se foutent de notre gueule. Qui entretient avec la France une rente victimaire depuis 1962. Alors n'inversons pas les rôles. C'est l'Algérie qui est hostile à la France et non le contraire. Bah oui, n'inversons pas les rôles. C'est eux qui ont mal pris le fait qu'on les massacre et qu'on colonise leur pays. C'est pas nous qui l'avons mal pris. C'est... On va inverser les rôles. Oh putain de merde. Oh. Laissez-vous coloniser. Ah, Machikouli. Et le voyage de Monsieur Nunez à Alger, ses bonnes intentions à l'égard de Monsieur Ce sont des palefreniers. Tebboune n'ont rien changé. Par ailleurs, la venue des médecins algériens en France n'a rien à voir avec nos relations avec le régime algérien. Ils viennent parce qu'ils gagnent mieux leur vie à Paris qu'à Alger. C'est aussi simple que ça. Et s'ils viennent, c'est parce qu'on a besoin d'eux. C'est une preuve supplémentaire de notre déclassement. Les déserts médicaux en France trouvent une solution avec des médecins étrangers. Tout ça parce qu'Emmanuel Macron n'a pas su mettre en place depuis 9 ans une formation, une administration, une politique médicale cohérente et efficace. J'ai compté 10 ministres de la Santé depuis 2017. Tout cela n'est pas sérieux. Il est vrai qu'il y a eu 7 ministres de l'Éducation nationale en 4 ans depuis 2022. Résumons-nous. Emmanuel Macron, que ce soit sur l'Algérie ou sur la présence de médecins étrangers sur le sol français, Emmanuel Macron a eu tout faux hier. Et la seule déclaration, sinon ma boule, du moins inappropriée, que je connaisse sur l'Algérie, c'est Emmanuel Macron qui en est l'auteur quand il déclara que la France avait commis un crime contre l'humanité avec sa présence sur le sol algérien durant 130 ans. Sa présence. Genre, tu sais, la France, elle est arrivée en Algérie, elle a fait ça. Tu fais quoi, là? Je suis là. Je ne faisons que acte de présence. Voilà tout. Ah, vous venez pas nous... Non, on est là.
On vient pas du tout vous coloniser et tuer 2 millions d'entre vous. On est juste là. Oh là là. Mohamed, présent, je te jure. On fait l'appel, il était posé au quartier, genre on l'a vu, on est chill. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. Waouh, déclassement parce que des Algériens viennent travailler en France. Non mais le racisme à son paroxysme. Alors que ça devrait être... C'est la honte pour la France de se dire qu'on n'est même pas capable de gérer nos déserts médicaux en menant des politiques justement favorables à l'emploi, favorables oui, favorables à l'emploi, j'allais te dire, et aussi à l'instruction. Enfin, bref, il m'emmerde. Il m'emmerde, mais qu'est-ce qu'ils sont médiocres. Et ça, c'est c'est pas du journalisme. Hein. Le mec, il arrive, il te sort un truc de son fiac et il te dit, voilà. Comme j'ai une cravate, normalement les gens ils vont croire. Hein. Céline Imar, vice-présidente LR, qui dit « J'aimerais bien savoir s'il aurait pu traiter de Maboul, la mère de Lola qui a été torturée et violée et tuée par une personne sous OQTF. » What the fuck? C'est quoi le lien? Vice-président des Républicains, Emmanuel Macron, président de la République, était en déplacement dans l'Ariège hier. Il échangeait avec des médecins étrangers. Il a critiqué le système mis en place pour ces médecins, leurs difficultés à exercer. Et il a surtout taclé Bruno Retailleau, le chef de votre famille politique. Il a expliqué, je reprends ces mots, allez dire à tous les maboules qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie. Qu'est-ce que vous répondez au président de la République? Bonjour Majid Kiat. Mais écoutez, d'abord, j'aimerais bien... Majid. Oh, Sartek, bien. Savoir s'il aurait pu aussi traiter de Maboul, la mère de Lola, qui a été torturée, violée et tuée par une personne sous OQTF. C'est quoi le rapport? Algérienne qui n'avait rien à faire chez nous. J'aimerais bien savoir s'il traite de Maboul aussi Christophe Glaise, qui est emprisonné dans les geôles algériennes depuis... Oh, les geôles... Qui a envoyé... C'est quoi le mail? Vous êtes tous sur la newsletter du Puy du Fou. C'est quoi ce problème avec les geôles là? J'en ai marre. Ils sont tous enfermés dans le donjon, en haut de la tour, regardés par le dragon. Non mais frère, groupe WhatsApp, et je te parle depuis des mois. Mais oui, non mais je sais bien. Non mais la frère, les geôles, j'en peux plus. Bientôt 10 mois, ou encore Kamel Daoud, notre prix Goncourt. Aujourd'hui, je pense que C'est quoi le rapport de force avec l'Algérie n'a pas été instauré par Emmanuel Macron. En tout cas, le non-rapport avec le sujet a été instauré par toi, Céline Imar. Hein. Céline Imar, à ce niveau-là. Et il se jette un peu comme ça dans la guerre des adjectifs qualificatifs qui sont finalement très méprisants. Putain de ouf. Signer la pétition pour Abel Chemoul, détenu dans les geôles fascistes. Ça fait grave penser à ça. Et très insultant. Aïe aïe aïe. Baissons nos herses et levons nos pavois. Aïe 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 aïe. Démonstration de maboulerie sur France Info, la vie de ma mère. Il n'y a plus de différence entre LR et RN. Ah ouais, non, vraiment. C'est LRN. Hein. C'est le Rassemblement National. Bonjour. Franchement, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Évidemment, on se marre pas hein, de ce qui a pu se passer, que ce soit pour Lola, pour la petite Lola, pour sa famille, pour Christophe Glaise, pour sa famille. Mais c'est la façon dont ils en parlent et qu'ils l'instrumentalisent qui nous bute, quoi. Vraiment, hein, je pense qu'on est tous raccords là-dessus. On continue avec Nathalie Saint-Cric, évidemment, éditorialiste de France Info, qui... Pareil. Elle va sortir des trucs de son gros fiac, là. Vraiment que... Tu te dis, mais cousine, sors des sources de ce que tu racontes. Écoutez, voilà. Il sera précisé que quand Emmanuel Macron a dit ça, il parlait à des médecins, dont certains étaient des médecins étrangers, en disant on a besoin en gros de médecins étrangers, de médecins algériens notamment, donc les maboules. Donc après, oui, en disant c'est le bordel, c'est un système qui m'en rend dingue. Hein, ça, c'est les mots qui ont pu nous parvenir. Sans ça, tu peux rire. Oui, sans ça, t'inquiète pas. Venir de ces échanges très familiers, comme on a vu tout à l'heure. Le discours va évidemment être
mis en disant qu'il ne visait absolument pas Bruno Retailleau ni personne, mais que c'était sur la désorganisation, si j'ose dire, qu'il y a. C'est déjà ce avec qu'il les a précisé médecins. à la presse. Mais Je ne oui, vise mais ça personne. allait très vite, parce que d'abord, Maboul, ça sert à rien. Deuxièmement, ça sert à rien d'injurier un candidat. Bruno Retailleau est à fond dans le lancement. Mais pourquoi elle part du principe qu'il a injurié Bruno Retailleau, celle-là? Sa campagne, c'est-à-dire qu'il essaie de remonter. Donc il a raison de prendre la première occasion pour essayer de répliquer. Et enfin, il se trouve quand même que globalement, la population française et l'opinion est plutôt du côté de Bruno Retailleau. Quand tu dis la population française, c'est quand tu sors de chez toi dans le 16e arrondissement, que tu marches jusqu'à la voiture de ton chauffeur et qu'il te dépose à Radio France. Elle a croisé 3 personnes. C'est la population française. Quand elle, ou alors peut-être parce que en fait je dis tu sors de chez toi, pardon, mais les Duhamel, comme vous avez pris tout l'immeuble de Benjamin à Alain, en passant par Lombray, en passant par tout le monde là, vous êtes déjà en fait à la maison vous. Hein. C'est l'ascenseur, il y a le bouton penthouse et vous dormez là-haut. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah ouais. C'est-à-dire considérant à la fois parce qu'on a. On dirait Vera dans Scooby-Doo. C'est vrai en plus. Un contentieux avec l'Algérie qui est éternel, on n'a pas à s'excuser sans interruption, que la réciproque. On n'a pas à s'excuser sans interruption. Vous êtes déjà excusé, juste une fois? Non mais frère. Ce n'est pas vrai. On n'a pas à s'excuser sans interruption. Bizarrement, ça n'a pas l'air d'être le prérequis quand il s'agit des atrocités commises dans la participation à la Shoah. Où là, en fait, il n'y a pas un monde, et moi je trouve ça logique, où vous vous permettrez de dire « Oh, ça va, on va pas s'excuser tous les 4 matins ». Or, pour l'Algérie, d'une, vous ne le faites pas. Deux, vous restituez même pas les trucs que vous avez volés. C'est ce que l'Algérie demande à la base. Et en plus de ça, vous trouvez que vous en avez déjà trop fait en termes d'excuses. Super. Non mais vraiment, Vera, là, retourne dans Scooby-Doo, quoi. Que le gouvernement algérien, en renvoyant les OQTF et en considérant que, en gros, il n'a aucun laissez-passer consulaire à donner, qu'il se fiche de nous. Donc, disons qu'il y a un élément de la fierté française qui se dresse contre l'Algérie et que c'est plutôt dans l'électorat de Bruno Retailleau, mais pas que, quelque chose qui sera plutôt apporté au crédit de Bruno Retailleau, même si Laurent Nunez essaie par derrière d'arranger les choses, en disant notamment qu'on ne peut pas se passer des renseignements sur la sécurité qui proviennent d'Algérie et que le Maroc n'est pas suffisant et qu'on doit normaliser. Bruno Retailleau. Oh là 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 là. Bref, qu'est-ce que ça dit dans le chat? Dans le chat, non, j'ai lu. Dans le Telegram, ça dit quoi? Ah, parce qu'elle connaît la population française, faut arrêter de parler à notre place. C'est fou, les journalistes de merde qu'on a en France, nous dit Kylian. Émilie qui dit la bourgeoisie qui parle à notre place encore et toujours me fatigue. Ces gens qui n'ont jamais connu rien d'autre que les privilèges de leur caste. Totalement. Vivement Kevin Razi à l'Arcom, hein, vraiment. Oui, elle pense vraiment qu'elle représente le peuple. Sarno qui dit, nous dit Catherine, Sarno qui dit sourcifiac. Et c'est Cécile qui dit technique de manipulation efficace, n'empêche, ramener les indécis qui se rangent toujours du côté de la majorité, le ventre mou, et gaslighter les gauchos en leur faisant croire qu'ils ne sont pas nombreux. Ah bah ça, ils essayent de le faire hein, avec force et vigueur, chaque jour que Dieu fait, mais pour autant, dans les urnes, ça ne se traduit pas exactement pareil. On enchaîne avec Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, oui, on est toujours sur le sujet des maboules. Là, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle raconte, la selle? Si j'entends encore une fois les geôles algériennes, je vais me poser des questions. On note la trumpisation d'Emmanuel Macron. La trumpisation, alors là, on n'entend pas bien, elle dit « On note la trumpisation d'Emmanuel Macron ». Je vous rappelle que c'est elle qui va prendre conseil auprès des bras droits et bras gauches de Trump, mais bon. Il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des États-Unis, qui a un langage extrêmement cru. Ça, c'est pour la forme. Pour le fond, je trouve cette indignation indigne. C'est ouf hein, quand même, parce que nous, on a les preuves parce qu'elle l'avait balancé. Et d'ailleurs, il s'était fait couloutamam en commission. Je sais plus qui s'était fait couloutamam, c'était... Odoul ou Alon, je sais plus, mais quelqu'un qui avait dit bah attendez,
C'est Marine Le Pen elle-même qui a reconnu s'être avoir pris conseil auprès de J.D. Vance. Mais bref. Parce que la réalité, c'est qu'il est tout à fait naturel que dans notre pays, nous fassions passer aux médecins étrangers un examen au même titre. Elle dit de toute façon c'est normal qu'on fasse passer aux médecins étrangers dans la législation de notre pays, aux médecins étrangers des examens pour les mettre à niveau J-Manine. Ah, c'était Bannon Steve Bannon, ouais. Les geôles pour le côté péjoratif, comme si les prisons françaises étaient un hôtel 5 étoiles. On s'est fait carrément épingler pour nos prisons. Parce que je rappelle qu'on a si je dis pas de bêtises, une différence de peut-être 15 000 places entre notre capacité d'accueil et le nombre de prisonniers. Et là, pour pouvoir vous confirmer ça, parce que nous, on n'est pas CNews et qu'on n'est pas un journaliste français claqué au sol, on va, parce qu'on n'est pas journaliste, hein, mais qu'on est attaché à la vérité, on va regarder nombre de places de prison et nombre de personnes. Occupation de 200%. Alors, alors ça, c'est les chiffres de 2023. Je vais essayer d'en avoir. Ce 1er février 2026. C'est un article de Ouest France. Alors, avec une petite musique sympa. On a 63 000 places pour... En gros, là, ils disent qu'on a une densité carcérale à 136,9%. Ça oblige 6500 prisonniers à dormir sur un matelas au sol contre 4490 il y a un an. Donc, en fait, et on est la mauvaise élève en Europe. Le Conseil de l'Europe a dénoncé l'état des prisons françaises, alertant dans un rapport sur le risque d'une évolution vers un entrepôt humain, surpopulation, insalubrité et violence. Ils sont particulièrement pointés du doigt. Voilà, donc s'il y a bien des geôles, mon frère, elles sont à Fleury-Méragis, elles sont baumettes, elles sont à la santé, mais en tout cas, très très facile d'aller critiquer les autres. 86 000 détenus pour 63 000 places. Notez-le bien, 86 000. Au 1er février 2026, je vous ai donné le chiffre le plus récent de l'AFP, selon les données du ministère de la Justice. 86 600 détenus pour 63 000 places. Et on s'est fait épingler par le Conseil de l'Europe comme étant parmi les plus mauvais élèves. Donc on n'a rien à donner comme leçon sur ce sujet. On enchaîne avec Gabriel Cluzel sur Europe 1 qui nous dit quoi? Eh ben écoutez, ça va venir. Je relance. Ah, au micro de Christine Kelly. À cette en ASMR comme d'habitude. Phrase de Maboul qui veulent se fâcher avec l'Algérie. Non mais pardon, mais déjà l'usage de ce mot est terrible. Enfin, Maboul, c'est un mot déjà un peu grossier, je dirais, en tout cas très familier, à l'encontre de ses compatriotes. Et il ne faut pas croire que seul Bruno Retailleau est visé, pardon, parce qu'on parle beaucoup, il s'attaque à Bruno Retailleau, mais pas du tout. Je vous rappelle que dans un sondage CSA, d'ailleurs pour Europe 1, CNews, le JDD, il y a quelques mois, 76% des Français déclaraient qu'ils étaient pour la suspension des visas à l'endroit de l'Algérie tant que les OQTF n'étaient pas récupérés par ce pays. C'est ça des maboules. Donc en fait, Emmanuel Macron est en train de nous expliquer que 3/4 des Français sont maboules. Ben merci du compliment, pardon, ça nous va. Pourquoi elle met 3/4 des Français dans n'importe quoi? Oh, ce raccourci, oh là là, c'est insupportable. Insupportable. Droit au cœur. Donc c'est quand même assez particulier de sondage IFIAC, encore une fois, parler à ses concitoyens de cette façon. Par ailleurs, je dirais qu'ils préfèrent les mamours aux maboules, mais on peut pas dire que ce soit d'une efficacité absolue, puisque comme nous le constatons, Christophe Glaise est toujours en prison, rien n'y a fait, les voyages officiels, la rupture du jeûne, les mots glissés dans l'oreille du pape, rien. Donc je ne sais pas qui est maboule dans cette affaire, mais il va falloir quand même se poser quelques questions. Bah, toi déjà. Les deux pseudo-journalistes Gabriel Cluzel et Christine Kelly, entre les discours antisémites de l'extrême gauche et les discours xénophobes de l'extrême droite, sortir maboule ou bordel, c'est pas grand-chose à côté, non? Bon, pas d'accord avec la première partie de son take. 3/4 de quoi? On s'en tape, nous, on veut des augmentations de salaire ou une baisse des prix, nous dit Rosie. Je te jure. Ah ouais, non mais vraiment, nous, on s'en tape, hein. Franchement, on l'a pas pris. On n'est pas rentré chez nous hier en se disant, putain... Alors là, le maboule, il est pas passé, chacal. Il est pas passé. Ah non, mais je te le dis, il est pas passé.
mais il parlait à un toubib, non? Maboul, ça veut juste dire fou. Mais oui, il aurait dit locaux. On avait un jeu qui s'appelait Docteur Maboul quand on était petit. On devait retirer des os sans toucher les rebords, sinon ça faisait... Voilà, arrêtez de faire genre, on me découvre. On dirait, il a dit, avec cette bande de Argoun, ou je sais pas, on dirait qu'il a parlé, il a sorti un mot, tu sais, que personne connaissait. Oh, c'est violent. Docteur Maboul, frère, on connaît. On va boire un kawa, on va chez Toubib. Mais moi, tu veux du sucre? Oh, un chouïa, s'il te plaît. Bah, ça va. Oh, ils font trop les... Kiff. Ouais, mais oui. Échec et mat, même. Échec et mat. Ça vient de l'arabe Shirmet. Le roi est mort. Frère. Jean-Noël Barrot. Dans de nombreux territoires ruraux, des travailleurs venus de l'étranger apportent leurs services parfois essentiels. Les mabouls sont ceux qui sont dans cette posture à ne plus accueillir. Ah bah oui, il vient aller chez le FIAC. Évidemment. Orangina. Non, je rigole. Assassin aussi, putain, laisse tomber. Allez, on va regarder. Le président de la République fait événement ce soir en parlant des relations avec l'Algérie. Il a cette formule sur, je cite, les mabouls qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie. Est-ce que vous reprenez l'expression de maboul? Ce que le président de la République a dit, c'est que partout dans nos territoires, y compris en Ariège, dans des territoires très ruraux, sont parfois des travailleurs, des médecins venus de l'étranger qui apportent les services, y compris les services les plus essentiels aux Françaises et aux Français. Et que ceux qui sont installés dans une posture qui consiste à dire qu'il faut refermer la France sur toute forme d'immigration et d'immigration économique, eh bien tout cela est une impasse. Qui sont les mabouls? Eh bien c'est ceux qui sont installés dans cette posture disant qu'il ne faut plus accueillir personne. Monsieur Retailleau a réagi, vous le classez dans les mabouls? J'ai pas vu la réaction de Bruno Retailleau. Ce que je vous dis, c'est que à l'extrême... T'es mal, l'autre, Rochemin, il veut du sang. Gauche, nous avons des gens qui nous disent qu'il faut ouvrir grand les portes et sans aucun contrôle. Qu'à l'extrême droite, nous avons des gens qui nous disent que tout doit se refermer. Mais c'est méconnaître la réalité vécue des Françaises et des... Bon, allez, on la serpillière, on peut l'utiliser que quelques fois après, elle nous fatigue. On enchaîne avec une dernière vidéo. Concernant ce sujet, on écoute tout de suite le journaliste à l'opinion Antoine Oberdoff. C'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit la Huisse? Antoine Oberdoff, journaliste à l'opinion. C'est quoi comme magazine, comme journal opinion? Vous connaissez? C'est plutôt droite, gauche, centre-droite, 45 degrés droit. Ok, d'accord. Ok, c'est droite. Libéral. Ok, droite. Avant-centre. Bien droitard, droite toute. Ok, d'accord, merci beaucoup. Faisons un éclairage quand même à l'instant pour en finir sur ces praticiens diplômés hors de l'Union européenne, puisque c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron s'est exprimé. Il y a aujourd'hui en France, j'ai fait les calculs, 7300 professionnels, praticiens, médecins algériens qui officient dans nos hôpitaux. Donc, Emmanuel Macron, un sujet. Il dit tout simplement que, eh bien, c'est le bordel. Il dit c'est les propos du chef d'État. C'est un truc qui me rend dingue. C'est la folie du système français. C'est des gens remarquables qu'on fait bosser, qui font de la médecine, qui sont à l'hôpital. Le jour où il faut les titulariser, on repart tout de zéro. Il faut passer un concours pour emmerder le monde. Voilà. In extenso, les propos du chef de l'État. Donc, Emmanuel Macron, il voit bien que la campagne de 2027 va se jouer aussi sur ce terrain-là. Voilà, ça a été dit par Fanny et Nathalie, la question des accords de 68, va-t-on trop loin dans la culture de la repentance? Emmanuel Macron, il met sa petite pierre, il n'a cessé d'osciller, lui, parlant tantôt de crimes contre l'humanité au sujet de la colonisation algérienne, puis ensuite de rente mémorienne du FLN et en concernant espérant la réciprocité de l'Algérie qui n'est jamais venue. Ah là, absolument. Et donc, il fait des allers-retours. Le Emmanuel Macron, là, du 27 avril 2026, c'est celui-ci. C'est celui qui parle des mabouls. Le match de la pré... Ok. Hop. Il était bien à tribord, lui, je te jure. Qu'est-ce que je regarde les messages.
Macron et les maboules dire que l'idée de départ de la mise en place du numerus clausus avait été envisagée pour faire des économies à la sécurité sociale. Ouais, je te jure. C'est un médecin sur 4 algériens, soit plus de 20 000 médecins algériens formés en Algérie, pas chez vous. Enfin, c'est pas les médecins qui manquent depuis quand la France doit être dépendante de l'Algérie pour se soigner. Les Algériens viennent en France se soigner. C'est le monde à l'envers. Bah, réfléchis, hein, chacal. Ok, donc 2027, on va entendre des dingueries sur l'Algérie, donc ça promet. S'il n'y avait pas les chiffres arabes, on ne serait pas en 2026, mais en MMXXVI, effectivement. Je le lis parce que sinon la blague, vous pouvez pas la comprendre. J'allais dire pas en 2026, mais en 2026. Touche pas à mon maboule, ça c'est très très drôle ça. Touche pas à mon maboule. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas assez de médecins, les Algériens en Algérie. Ah ouais, d'accord. Alors toi, Docteur Maboul, putain, Elia, ça va vite. Hein. Ça, c'est drôle. Ça, c'est très, très drôle. Hop. Le nombre de médecins roumains que j'ai connus, même en Martinique, d'ailleurs. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Du côté de la Charente-Maritime aussi, c'est ça. Bref, donc voilà. Maboul, le mot qui a déclenché, qui a tout déclenché. On vous dit les maboules qui voudraient se fâcher avec les pays d'où viennent les médecins, claquer la porte, attention, afficher leur virilité diplomatique, c'est un peu ça que tu ressens, et expliquer aux patients des urgences de la Creuse pourquoi leur médecin n'est plus là, tu vois. Non, parce qu'on voulait pas nous commander des maboules, et ben on voulait pas avoir des médecins qui viennent pas de chez nous. Ouais. Bref, c'est un nouvel exemple qui vous rappelle où se situe médiatiquement notre pays, où on préfère laisser des Français en galère sans proposer des solutions pour remplir les déserts médicaux, plutôt que d'accepter qu'on ait des docteurs qui viennent d'Algérie ou d'ailleurs. Mais c'est surtout l'Algérie le problème, là. C'est cet anti-algérisme qui est insupportable, et quand on l'oppose à des faits, on se rend compte que c'est que du ressentiment, de la haine, parce qu'ils ne mangent pas dans les mains des Français, et ça les énerve. Tout simplement. Continuez comme ça l'Algérie. Vous êtes au top. On passe tout de suite au No Comment. Hello tout le monde, je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, c'est le moment du no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter, que des emojis dans le chat, balancez vos emojis maintenant. Et moi non plus je peux pas les commenter, et attention, on a du lourd, ça va être très dur de se retenir, je balance la musique du no comment. Manuel Valls hésite à se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Israël bloque les recettes fiscales de l'autorité palestinienne et les utilise pour rembourser ses dettes. Ces recettes représentent environ 60% du budget palestinien. Haïm Corsia, grand rabbin de France, qu'on a vu précédemment, vient de déclarer « Nous n'avons pas à rougir de ce qu'Israël fait ». Bernard Cazeneuve dit qu'il est prêt à être candidat pour 2027. Allez, on passe au miel, c'est parti. Oh là 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 là. On a deux miels. On en a un très court et un autre throwback miel. On commence pour quoi? C'est un de Coluche, un de Bardella. Vous commencez par Bardella ou Coluche? Dites-moi. Bardella ou Coluche? Bardella, Coluche, Bardella, Bardella, Bardella. Les deux sont comiques. Commence et dis pas. Ouais, j'avoue. Allez, vas-y. On commence par Bardella. Bardella, c'est parti. Une réaction au décès de Nathalie Baye, qui est une icône du cinéma français, qui est décédée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous... Oh, il sait pas qui c'est. Après, tu peux ne pas savoir. Bon, normalement, t'es censé te renseigner un petit peu de ce qui se passe dans la journée, mais c'est pas ta génération. Tu vas dire, t'as 30 ans, j'ai pas grandi avec, machin, mais... Nous fais pas cette tête-là, quoi. Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Je crois que c'est pas un sujet politique.
Et qu'est-ce qu'elle représente dans le cinéma français pour vous? Oh là là, t'es dans la merde. Elle est une grande actrice française, mais je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est m'associer évidemment à la douleur de ses proches et de ses amis et des gens avec qui elle a travaillé tout au long de sa grande carrière. Et je n'ai pas de commentaire particulier à faire, si ce n'est m'associer. En vrai, la question, elle est claquée, mais évidemment à la douleur de ses proches et de ses amis et des gens avec qui ce qui est drôle, c'est la posture qu'il veut prendre. elle a travaillé tout au long de sa grande Et carrière. ben l'autre, il est mort de rire. Frérot dit, honnêtement, je la connais pas bien, j'ai déjà entendu son nom 2-3 fois, mais c'est pas ma génération. En tout cas, force à elle et à toute... Enfin, force à elle. Non, là, ça fait trop... Et en tout cas, toutes mes pensées à sa famille et à ses proches. Voilà, allez, merci beaucoup. Le mec, il nous a fait un truc, genre... Ouais, n'importe quoi, là. Et moi, je parle que de politique. Mais non, politique, tu sais pas en parler non plus. Moi, je parle soit gasoil, soit diesel. Donc, allez, on se met un miel Throwback, miel de Coluche, qui parlait déjà à l'époque des violences policières. J'avais demandé le représentant d'un policier, on m'avait dit qu'il y en avait un du syndicat qui voulait bien venir. Alors moi, je m'étais intéressé à un homme du syndicat de la police, parce qu'à partir du moment où la police a des revendications à faire, je me trouve en face d'un homme qui m'intéresse, parce que moi aussi, j'en ai à faire des revendications, justement, à propos de la police. Vous voyez ? Et donc... Ça a eu un terrain de discussion, au moins. C'est-à-dire que non, c'est pas un terrain de discussion que j'ai, c'est une liste, vous voyez, que je peux vous montrer. Et ça, c'est un mort ou un blessé par jour par la police depuis le 1er janvier. Donc, effectivement, ça m'intéresse. Vous voyez, le 7 janvier, un mort. Le 9 janvier, 2 morts, un blessé. Le 9 janvier, encore un tabassé seulement. C'était un arabe, remarquez, on peut quand même rigoler. Le 10, un flic arrêté pour viol. Le 13, un mort. Un flic qui a tiré, mais c'est Ricochet et Contumace, vous savez. C'est les deux grands responsables. Ceux qui sont morts étaient peut-être pas tous non plus des gentils garçons, là. Non, mais ils étaient tous blessés, Ils étaient peut-être armés aussi, non Ils étaient probablement armés. Je ne veux pas prendre la place du syndicat arrive. de policiers. Il n'a pas voulu venir, il a pas voulu venir. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la police n'a pas un rôle facile, et moi je suis pas contre la police en général. Hein. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils s'arrangent quand même pour qu'à la fin de l'année, il y ait moins de morts du côté des assassins que du côté de la police. Ça me paraît indispensable. Que l'équilibre reste entier, voyez-vous. Vous ne pouvez pas mettre sur la balance, disons, un policier qui fait son travail ou son devoir, puisque c'est le terme oui, mais utilisé, expliquez-moi comment, et un gangster qui attaque une banque, un policier qui fait son devoir tire toujours sur un arabe en tombant derrière, dans le dos. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que les policiers foutent dans le dos des arabes avec un revolver à la main et à chaque fois ils tombent. Racontez-moi pourquoi, du moment qu'il y a une raison. Moi je suis d'accord. Le problème c'est qu'il n'y a pas de raison. C'est ça le problème. Enfin il y en a une en fait, oui. C'est que les policiers se croient extrêmement couverts. Moi je suis pour le principe de la police. Je suis pas. Personne ne peut être contre. Ça serait ridicule de dire qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de police, je crois. Il se retournerait 18 fois dans sa tombe s'il voyait à quel point les violences policières ont augmenté, parce que maintenant on a accès à des vidéos et à quel point, si on n'avait pas eu accès, là lui à son époque, on parle de ça, ça doit être dans les années 80-90 là, ce qu'il dit, il avait récolté des trucs qui avaient été publiés, des cas de violences policières qui ont été publiés, mais nous, le nombre de trucs qu'on a qui pop-up sur les réseaux, et parce que ça pop-up sur les réseaux, on en parle après, waouh, il flipperait. En tout cas, c'est triste en fait de voir que rien n'a changé. Et que ça s'est même aggravé. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été présent. Vous êtes au top, les cracks, comme d'habitude. Je compte sur vous pour en parler autour de vous. Balancez le lien à gauche, à droite. Continuez de donner de la force. Et surtout, allez écouter nos sons qui sont sur toutes les plateformes de stream. Là, on est trop contents. Peut-être que sur Apple Music, ça va arriver là d'ici aujourd'hui ou 2-3 jours. Hein. Ils avaient dit qu'il y avait des délais. Prenez soin de vous. À très très vite. Si vous voulez soutenir, il y a le Tipeee. Si vous voulez rejoindre le Discord pour continuer à papoter, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain, même jour, même heure, même porte. Ciao, ciao.